Chaque soir avec nous, en plateau, 3 invités pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Adrien Dumas nous accompagne, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Brault est également avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Nicolas, on a déjà réalisé une bonne partie peut-être de la saison de publication de résultats et ou de chiffres d'affaires pour les grandes entreprises européennes. Qu'est-ce que vous en retenez à ce stade? Quelle est la couleur un peu globale? Et puis on pourra se focaliser peut-être sur certains secteurs plus particuliers qui font et continuent de faire l'actualité. Je parle bien sûr de la tech entre autres, mais globalement, quels sont les messages que vous avez retenus? Je dirais d'une saison de publication qui est globalement pas mal. Une fois encore meilleure aux États-Unis par rapport aux attentes qu'en Europe. Néanmoins, en Europe également, il y a à la fois au terme sur la top line et les chiffres d'affaires, plutôt un solde positif de bonne surprise, davantage sur la profitabilité encore. Après, contrairement à la saison précédente, fin juillet, qui était encore plus concentrée, qui était un peu émaillée en simplifiant de si c'est une mauvaise nouvelle, ça baisse fort, si c'est une bonne nouvelle, ça monte 5 minutes et ça baisse derrière. Là, c'est plus disparate. C'est aussi plus disparate au sein des secteurs. On met moins sous le coup d'échanges les choses qui sont sous le tapis. En fait, je m'attache plus à regarder le relatif, bien sûr, l'absolu. Là, il y a des grosses divergences. Et puis la réaction du marché. Et là, on a tous les cas de figure. Hein. Je peux citer des exemples si vous voulez, mais de cas de figure de publications qui sont bonnes et avec une hausse qui me paraît justifiée instantanément sur Kering, mais qui me semble exagérée après un doublement du titre. Donc une prise de profit derrière qui est hyper logique, avec des ratios de valorisation qui sont élevés, et un chemin qui est encore très élevé. À l'inverse, la réaction sur LVMH, puisque je reste dans ce secteur du luxe, bon, c'est à l'image peut-être de ce qu'est devenu la place de Paris, mais sur une ex-première capi boursière, une hausse de 13 ou 14%, mais c'est justifié par une réalisation et une tonalité indéniablement de meilleures factures. Après, où est-ce qu'on va derrière ? On a, d'une façon générale, on le voit dans le luxe, on le voit ailleurs, plutôt des messages émanant de Chine qui sont de meilleures factures. Meilleures factures, ça veut dire il y a zéro emballement. Hein. Oui, bien sûr. On parle vraiment d'une stabilisation avec des tentatives d'amélioration ici ou là, notamment en termes de consommation. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Hein. Enfin, la consommation est très disparate. Aux États-Unis, est très disparate entre les plus fortunés, les plus exposés aux actifs, et puis les plus fragiles, où là, les débouchés sont vraiment en difficulté. Donc, il y a toujours de gros écarts. Je vois des réactions qui sont pas forcément bien saluées, mais des choses qui me plaisent. Après, on fait chacun notre marché, je comprends, mais très différencié. Pas beaucoup de lecture vraiment transversale, forte. Je comprends. Ouais. Donc du très spécifique à chaque fois quand même, entreprise par entreprise là. Oui, je trouve, et puis globalement des réactions qui sont marquées, mais souvent il y a des titres que j'apprécie, hein, vous le savez, hein, je ne vais pas vous le cacher, Système, une réaction qui est très négative, moins 10 là, c'est ça, mais justifiée, moins 15, elle est justifiée. Voilà. Pour une valeur de rang 1, enfin pour une blue chip de la en tout cas qu'il le fut. Ou en tout cas qu'il le fut, une darling, ça c'est sûr qu'il le fut. Je regardais quand même des chiffres compilés par Goldman. Alors sur la saison de publication aux États-Unis, on doit avoir fait les 2 tiers du S&P, 80% battent les attentes en termes d'EPS, de profit. Mais justement sur la réaction de marché, les équipes de Goldman montrent qu'en cas de surprise à la hausse, la réaction de marché est beaucoup moins forte le jour de la publication qu'elle n'a pu l'être par le passé. C'est-à-dire une entreprise en moyenne, ou en tout cas c'est un chiffre médian, progresse de 0,3-0,4% de plus que le S&P 500 si elle bat le consensus à la hausse. Sur des périodes récentes, c'était plutôt de l'ordre de 1%, ce chiffre. Visiblement, grande subtilité. Le marché, non, mais c'est peut-être que le marché est déjà bien pricé aussi pour les bonnes nouvelles. Oui, enfin, aux États-Unis, en tout cas. La capacité à réagir sur des capis de 3 000 milliards
et de décaler de 10 à 15%, elle reste là. Donc, Amazon, vendredi, c'était plus 10. Et ça continue, c'est plus 15 en 2 jours sur un titre qui est à quasiment 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. Vos commentaires sur cette saison de publication, et puis est-ce qu'il y a des entreprises emblématiques qui méritent effectivement qu'on revienne peut-être sur leur publication et la réaction de marché, Adrien? Oui, alors peut-être 2 choses. Peut-être pour revenir aux États-Unis, quand même, c'est un taux de surprise positive qui est quand même assez élevé. Je crois que ça date de 2021. La dernière fois, on avait un taux de surprise aussi élevé. Donc, ça montre quand même la capacité des entreprises à bien gérer cette période qui a quand même été compliquée avec le sujet des tarifs douaniers, avec une demande dans certaines géographies qui a été un peu contrariée. Donc, dans l'ensemble, c'est encore une bonne exécution. C'est encore plus visible sur les cash flows. Ça, je pense que c'est important. On a beaucoup de questions sur le marché du crédit. Les spreads de crédit aux États-Unis se sont énormément resserrés là depuis le début de la période de publication. Il y avait eu un peu de stress avant, j'imagine qu'on y reviendra. Mais c'est des messages qui sont quand même très positifs de manière générale sur le monde corporate américain. En Europe, c'est quand même moins. C'est à peine la moitié de surprises positives. Et je pense que la vraie mauvaise surprise négative, c'est surtout les entreprises domestiques en fait, qui ont un peu déçu. Alors qu'on attendait une Europe qui reprend un peu de réaccélération. Les indicateurs de surprise économique s'étaient un peu améliorés. Bon, visiblement, c'est pas aussi visible que prévu, avec aussi beaucoup d'attentes sur le plan allemand qui, pour l'instant, se matérialise pas vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même un peu mis le frein sur les attentes à venir à court et moyen terme sur l'impact de ce plan d'infrastructure en Allemagne. Et puis, de manière générale, quand même, une thématique de l'IA, qui continue à attirer beaucoup la demande. Si on doit identifier peut-être une thématique sectorielle qui continue quand même à attirer le sujet, c'est la thématique de l'IA. On l'a vu en Europe avec toutes les entreprises qui sont de près ou de loin dans le secteur des data centers. Des Legrand, des Schneider ou autres. Exactement, où l'accélération est là et elle n'a pas de raison de ralentir. Où effectivement, les plans de CAPEX qui sont lancés aux États-Unis donnent de la visibilité à horizon de 18 mois sans aucun doute. Donc voilà, moi je retiens un peu la déception quand même sur les valeurs domestiques, qui était un peu l'endroit où on attendait un petit peu de mieux et où pour l'instant en Europe on n'a pas cet effet d'élan qui d'ailleurs a aussi pesé sur la performance des petites capitalisations. Alors le taux de publication est plus faible pour l'instant, mais elles sont en retard depuis 2-3 mois par rapport aux capitalisations, ce qui traduit aussi un peu d'attentisme sur les sujets un peu plus domestiques. Ouais, bon. La croissance en Europe n'est pas un gros levier, en tout cas dans les résultats des entreprises à ce stade. Jean-François, oui, c'est une manière de voir les choses, partant de la micro pour migrer vers la macro. Non, moi je vais vous écouter. C'est pour vous, la croissance est bonne en Europe? Oui, la surprise à la hausse. Et c'était très intéressant ce que disait Pauline juste avant. En fait, ce qui est marrant, c'est que les PMI et les ISM manufacturés aux États-Unis repassent sous les 50, donc contraction, alors qu'en Europe, pour certains d'entre eux, ils sont en dessous, mais par contre, on est au plus haut depuis 17 mois, ça progresse, avec les bonnes surprises qu'on a vues. On est au plus depuis, je disais, de 17 mois, même l'IFO en Allemagne, on est sur les indices de confiance pour l'année prochaine qui sont plus hauts depuis 2022, etc. Donc on a une dynamique qui n'est pas forcément celle qu'on retrouve dans les actions. Et en vous écoutant, je trouve ça très drôle, en fait, finalement, ce découplage complet entre l'économie américaine et les résultats des entreprises, avec beaucoup des focales qui sont très marquées sur un certain petit nombre d'entreprises américaines. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous avez une économie américaine qui ralentit. On est à 2,8 l'année dernière, on fera 1,8 peut-être cette année, on le dit. Le secteur manufacturier est quand même en train de marquer le pas aux États-Unis. Et puis, vous avez des entreprises qui, à 80%, battent les attentes. Bon, on a très bien managé les attentes, quoi. C'est quand même des croissances bénéficiaires qui sont à plus 6, plus 7, plus 8 sur le trimestre, même peut-être à 2 chiffres. Mais encore une fois, on parle d'entreprises, un petit nombre d'entreprises. Encore une fois, vous avez 10 entreprises américaines qui font 50% de l'indice. On se focalise là-dessus. Quand vous regardez les 493 autres entreprises du S&P 500, l'image, elle n'est pas du tout la même. Enfin, je parle sous votre contrôle, messieurs, mais on est sur une dichotomie totale entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre le value et la grosse, etc. On retrouve ça dans toutes les façons de le regarder. Il y a quand même une grande divergence de performance entre les entreprises monopolistiques liées à l'IA, avec des choses peut-être un peu circulaires, on en parlera tout à l'heure, mais un discours qui marche bien et qui tire tout. Enfin, tous les jours, il y a une annonce d'un utilisateur de puces, du producteur de puces qui prend une participation dans un utilisateur de puces qui fait monter l'utilisateur de puces, qui lui permet lui-même d'acheter un puce de puces au producteur. Bon, il y a un moment, il faudra quand même aussi se poser la question de où vont toutes ces pelles qu'on est en train d'acheter. Il va falloir finir par trouver de l'or, quoi. Donc c'est ça, je pense, qui sera la vraie discussion de demain. Mais en tout cas, dichotomie, je trouve beaucoup entre la macroéconomie qui montre des choses, en tout cas beaucoup de prudence, et le crédit, où on a eu des petits événements de crédit quand même, mais qui passent un petit peu inaperçus par rapport à des bons résultats. Et effectivement, si vous me demandez est-ce que les résultats de Nvidia sont astronomiques, j'ai mangé mon chapeau depuis l'année dernière, oui, ils sont astronomiques, mais est-ce que ça reflète la croissance de l'économie américaine? La réponse est fondamentalement non.
Ben non. c'est quand même bien les dépenses en IA qui font la croissance américaine ou ce qu'il y a de ce qui reste de croissance américaine aujourd'hui, Jean-François. Donc on l'appelle Nvidia, on l'appelle comme on veut, mais c'est quand même bien ce qui est lié à vous ça. avez pour certains calculs, nous on ne fait pas des calculs qui sont aussi marqués que ça. Hein. On n'est pas du tout dans les 50% que citent certaines banques, mais quand même, quand vous avez 30-40% de votre croissance qui viennent de l'investissement, encore une fois, dans des data centers, il y a une vraie question à se poser là-dessus. Vous avez 4500 data centers aux États-Unis, vous en avez 400 en Chine, vous en avez 322 en France, vous en avez à peu près... À quoi est-ce que tout ça va servir, Vous en avez 2000 en Europe, donc entre guillemets, il y en a 400 en Chine, il y en a 2000 en Europe, juste pour donner un petit peu que l'Europe n'est pas complètement larguée là-dedans. Après, il y a peut-être l'efficacité de tout ça, mais gardons quand même en tête qu'il y a une énorme concentration du moteur américain autour de l'IA. J'entends. Si l'IA fonctionne... On verra effectivement probablement une domination américaine. S'il y a des questions à se poser, c'est aussi par là que ça commencera. Comment on gère cette concentration dans les portefeuilles pour le compte des clients, justement? On l'a subi, alors comment on la gère? On essaye de chasser ailleurs. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean-François. La thématique de l'AI, évidemment, c'est peut-être un propos d'un gars qui est à Paris et loin de la Silicon Valley, mais ça nous fatigue, quoi. On ne va pas tout expliquer le monde par l'intelligence artificielle. C'est très utile. C'est une révolution. C'est donc normal d'être probablement dans ce genre de propos que je tiens à l'instant, parce qu'il y a un sentiment de décalage qui est inéluctable. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont caricaturaux, mais on ne cesse de les enchaîner. On ne parle plus que ça, on explique l'économie comme il vient d'être tenté de le faire par l'intelligence artificielle ou pas. Et d'un point de vue de l'investissement, soit on est dans un camp ultra minoritaire qui se revalorise sans cesse, soit on est de l'autre côté, et même ceux qui étaient des adopteurs et des facilitateurs de la diffusion de solutions d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis, ou peut-être même aux États-Unis, sont laissés pour compte, ou carrément, si ce sont des gens qui sont manifestement des victimes futures, c'est massacré. Et donc on a kyrielle de cas où on a des valorisations élevées, pour l'instant justifiées par la dynamique, la rapidité, la vitesse de croissance de ces groupes. Peut-être qu'on reviendra sur cette notion de bulle, c'est un peu finassé, mais il y a la notion de bulle, il y a plutôt ce qui se passe dans l'économie réelle qui est complètement dérangeant. Cette vitesse, cette accélération d'investissement, cette vitesse de participation croisée. Donc, c'est un FOMO. Sur les marchés, on appelle ça le FOMO. Oui. J'ai l'impression que ces boîtes-là sont dans la peur de manquer de pelles, de pioches, de GPU, de puissance de calcul, et qu'il faut en stocker un maximum aujourd'hui en prévision de demain. Ça s'est toujours terminé par des surcapacités. Tôt ou tard, on est drivé par une seule thématique, c'est le déficit d'offres par rapport à une demande qui est exponentielle, toujours qualifiée d'exponentielle aujourd'hui, ça ne se terminera pas bien. Pour autant, la valorisation en tant que telle... En fait, ce qui est complètement dément, c'est la toute-puissance de quelques groupes qui tiennent sur une ou deux mains. La toute-puissance dans l'économie réelle. Mettons à part les marchés, on est là pour en parler, mais il y a une empreinte qui va très au-delà de la vie économique, Moi, je me souviens d'Apple à la grande époque. Enfin, Apple à la grande époque, c'est la grande époque d'Apple au moment où on se parle, toujours. Mais Apple devenait une boîte macro, une boîte systémique, il y a 10-15 ans en arrière, avec l'iPhone. On a toujours connu ce genre de moment. Alors, à chaque fois, l'ampleur est toujours un peu plus importante que la fois précédente, j'ai l'impression. Nvidia, maintenant, c'est 5 trillions, et puis Apple, à l'époque, c'était 1 trillion, quoi. Et puis, pas de remise en question réellement de ceux qui mènent la danse. C'est un peu les mêmes acteurs qu'hier. C'est un peu les mêmes acteurs. Parce que la ligne de partage, c'est combien vous pouvez dépenser pour investir. Alors, la nouveauté, c'est que dans le privé, il y a quand même... OpenAI appartient au monde privé. Et c'est vrai qu'on a là une boîte centrale dans l'écosystème IA. Elle est au cœur du système GAFA. Oui, c'est la pieuvre. Oui. Bon, donc, et comment on gère ça? Enfin, je veux dire, le client entend qu'on ne peut pas avoir que des hyperscalers américains et qu'il faut mettre autre chose dans un portefeuille. Et si oui, est-ce qu'il convient effectivement de s'internationaliser au maximum, sortir de ce marché américain? C'est un point très important. Est-ce qu'il l'entend? Il l'entend parce qu'il ne comprend pas. Déjà, les professionnels que nous sommes, nous comprenons qu'une partie. Donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le fait d'être dans un monde qui est à ce point binaire et fracturé. Ensuite, il me semble, moi je m'occupe de clients qui sont
à dominante domestique. On n'est pas du tout dans le même monde, me semble-t-il, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'investisseur privé n'a peur de rien. Il n'a pas peur de l'intelligence artificielle, il n'a pas peur de la Fed. Il y a plutôt un Fed put, il y a un Trump put, et il y a un climat qui n'est pas propre aux particuliers, mais qui est particulièrement marqué dans cette catégorie d'investisseurs, de frénésie. Et la bulle, elle est là, la spéculation est là. Oui. Ça s'appelle même stock ou ETF avec effet de levier ou crédit très mal noté ou or, argent, crypto ou AI. La spéculation est partout. La spéculation, en tout cas, elle est indéniable. Et c'est ça qui est le facteur dérangeant, au-delà de la bulle de valo de Nvidia. En fait, et encore, ça paye 35-40 fois Nvidia. C'est ce climat-là qui pose problème. Ouais, c'est sûr que je ne suis pas harcelé à longueur de temps par des clients qui ne demandent que ça, d'avoir des tokens à l'effigie de Donald Trump. Je comprends, ouais. Adrien, allons-y sur l'IA, effectivement. Bon, est-ce qu'on peut mesurer quand même le stade du cycle où on se trouve? Est-ce qu'on a des repères par rapport à ça? Est-ce que l'historique TMT est un bon historique? Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ça et travailler à partir d'une feuille blanche? Et puis, sur ces deals, c'est vrai qu'à un moment, on s'y perd. Le FT, Bloomberg essaye de nous faire des cartographies de ces deals, mais enfin, chaque jour, ça devient plus compliqué, quoi. Oui, parce que je pense que ce qu'on a oublié dans cette équation-là, c'est que ça devient un enjeu stratégique, politique, diplomatique. Et qu'en fait, on est en 1955 quand on dit on va aller sur la Lune. Et on a les États-Unis en face de la Russie, là on a les États-Unis en face de la Chine, et chacun est dans la course à celui qui va aller vers le supercalculateur le plus puissant. Donc je pense que les montants d'investissement, ils sont gigantesques, ils sont effectivement avec des espérances de rentabilité dont on découvrira peut-être à 6 ou 7 ans qu'ils étaient complètement fausses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans cette course-là à l'équipement. Donc, 6 ou 7 ans, vous dites? Ouais, je pense qu'on aura un peu plus de recul, en tout cas, sur l'efficacité et jusqu'où on va aller dans la puissance de calcul. Donc moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. Quand Donald Trump a parlé de l'âge d'or et qu'il a réuni autour de lui tous ces manias de l'industrie, de la technologie, on revit ce qu'on a vécu aux États-Unis au début des années 20, avec des gros plans d'investissement, disant que c'est comme ça que l'économie allait accélérer, qu'on allait recréer un écosystème de croissance très fort. Et la Chine répond, et elle met aussi beaucoup d'argent sur la table, un écosystème qui est en train de se créer aussi côté chinois. Alors on voit que les discussions ne sont pas simples, que l'accès aux technologies américaines est un vrai sujet de discussion avec la Chine, mais où là encore, on met beaucoup d'argent sur la table pour essayer de créer le plus de puissance de calcul, le plus d'innovation possible pour faire face à cette... Et on le fait encore avec le besoin d'avoir accès aux moyens de l'autre partie, c'est-à-dire Chine et États-Unis. La Chine veulent pour être autonome, mais il y a eu quelques avancées. Pendant l'été, on a eu quand même Alibaba qui a parlé notamment de sa puce sur l'inférence, donc qui permet normalement d'entraîner des modèles beaucoup plus efficacement qu'avec les puces précédentes qui étaient proposées par Huawei. Donc voilà, la Chine essaye de créer son propre écosystème et d'être complètement indépendant, alors, en tout cas au maximum de l'écosystème américain. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les meilleures puces, ça reste la Blackwell de Nvidia, et que pour l'instant, s'ils peuvent continuer à en avoir, ils seraient ravis d'en avoir. Et ce qu'on comprend, c'est que celles qui arrivent à Singapour, pour certaines, sont utilisées aussi pour entraîner des modèles côté chinois, ou en tout cas pour faire fonctionner des IA chinoises. Donc voilà, moi j'entends le côté bulle. Mais il y aura un vrai découplage technologique à horizon de quelques années entre ces deux empires. Les chaînes de valeur sont prévues pour ça la volonté des Américains. Ça peut être un découplage stratégique. La volonté des Américains de relocaliser une majorité de la chaîne de production sur leur sol, c'est une façon d'être autonome, de réfléchir aux métaux rares et à toute la chaîne en amont pour essayer d'être le plus autonome possible. C'est une façon effectivement de développer son propre écosystème. Et les Chinois font exactement la même chose. Donc voilà, moi je pense dans l'équation, ce qu'on oublie par rapport peut-être à 2000, c'est ça, c'est qu'on a en fait là deux grands blocs économiques qui ont décidé que c'était le nouveau terrain de jeu de leur domination économique et technologique mondiale et qui mettent énormément d'argent sur la table. Et que le politique est aussi une pression, que derrière ces deals, il y a aussi une pression politique. Le niveau de découplage entre la Chine et les États-Unis sur ces questions technologiques, alors je ne sais plus quel membre de l'administration américaine de retour, enfin Trump revenant d'Asie, non, mais c'est un découplage stratégique. On va se découpler sur les parties stratégiques. Et pour le reste, la Chine continuera à nous acheter du soja, etc., etc. C'est ce monde-là qui nous attend ou il y a deux choses. Il y a aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que derrière ce discours, on s'aperçoit des faiblesses réciproques des deux grandes économies qui se tirent la bourre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une énorme interdépendance des deux.
c'est-à-dire que le seul moteur, j'en reviens, en Chine récemment, il y a l'unique moteur de la croissance chinoise aujourd'hui, c'est les exportations, et inversement, les États-Unis ont énormément du plus gros acheteur de la planète qui est la Chine, et donc du plus gros producteur de métaux rares, on sait tous, là, les 90% raffinés en Chine, etc. Donc il y a une espèce d'énorme dépendance aujourd'hui où les États-Unis se sont aperçus que depuis le début de l'année, les Chinois n'achetaient plus, donc c'est zéro achat de soja, c'est zéro achat de LNG, c'est zéro achat de pétrole de schiste, et tout d'un coup, les grands électeurs dans les grandes plaines américaines s'aperçoivent que, tiens, s'ils vendent pas le soja, c'était 25% de leurs ventes. Et donc, il y a un énorme problème par rapport... rebelote, par rapport à Trump 1. On a déjà est obligé de faire des chèques. Là, il a fait des chèques de 3 milliards aux agriculteurs, mais en fait, donc là, il vient d'arriver à faire en sorte que les Chinois annoncent, comme en 2016, qu'ils allaient acheter du soja. Reste à voir ce qu'ils vont faire. Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui sont dépendants des puces américaines, mais ce qui s'est passé avec Huawei est très emblématique, c'est-à-dire qu'il y a une accélération phénoménale de la montée en gamme et de l'indépendance à venir de la Chine sur tous ces sujets-là. Il vient d'être annoncé le plan quinquennal chinois. Le plan, c'est d'accélérer sur la Chine, sur la 6G, d'être le leader technologique dans le quantique, etc. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, il y a encore toujours cette interdépendance, mais que le découplage arrive et il s'accélère de façon phénoménale. Je vous donne un petit chiffre. En 2016, quand Trump arrive, c'est 21% des exportations chinoises qui vont aux États-Unis. Au début de cette année, c'est 15%. À l'heure où on se parle, c'est 8%. Et c'est pas du tout, je passe par le Vietnam ou le Mexique pour exporter aux États-Unis. Non, c'est qu'aujourd'hui, la très grande majorité, on parle de plus de 55%. La Chine a trouvé d'autres clients. Elle a trouvé d'autres clients. Elle est en Afrique, elle est en Amérique latine. Le terrain de jeu, la nouvelle frontière, c'est pas les États-Unis, c'est le reste du monde aujourd'hui. Et ça, les Chinois sont très très conscients de ça. Et il y a ce découplage où les États-Unis vont essayer de rapatrier leur production de puces. Ils vont essayer de faire dans le Nevada des terres rares. Ils sont en train de contracter avec l'Australie. Ils vont peut-être envahir le Nigeria pour essayer de choper des métaux. Je rappelle que 30% des métaux sont en Afrique aujourd'hui. Donc, comme par hasard, l'Afrique va devenir un terrain de jeu américain. On s'est aperçu qu'il y avait plein de terres rares au Groenland. Tiens, c'est marrant, ils voulaient l'envahir. Bon, on est dans une espèce de jeu géopolitique où chacun cherche à être dans son silo indépendant, alors qu'aujourd'hui, il y a une très forte interdépendance. Et donc, c'est ça qui me semble très intéressant, c'est qu'on va penser d'un monde qui se veut bipolaire, j'ai envie de dire, mais qui est en fait finalement intrinsèquement encore très très lié à un monde où effectivement on aura des grands blocs, et évidemment Chine et États-Unis, ça en fera partie. Bon, alors oui. Et l'Europe dans tout ça, pardonnez-moi. Non mais Nicolas, on est des nains. Oui, non mais je voudrais qu'on évite ce discours, on le connaît, on en a tous conscience. Sur le plan de l'investissement, encore une fois, je reviens au marché actions. L'émission, c'est la caisse de résonance des marchés. Quand je regarde les grands indices actions européens aujourd'hui, je me dis, mais l'année 25 a été une bonne année, une très bonne année. Si on est sur les banques, si on est sur l'Italie, l'Espagne, etc. Même le CAC, dividende réinvesti, le CAC démérite pas et offre des performances. Non, mais en réaction tout à fait conforme à votre question de tout à l'heure, on continue à investir dans des choses qui sont depuis 6 mois ou 9 mois des laissés pour compte, des losers aussi. Mais des modèles qu'on comprend, qu'on saura expliquer, qu'on saura tenir et pas simplement vendre. Qu'est-ce que vous appelez des losers? Parce que, je sais pas, les banques, ça a très bien fait, l'industrie, ça fait bien, le thème des infras, ça a très bien fait. En Europe, j'entends. Prenons un exemple à propos de l'IA. Il y a une ligne de partage, mais qui a hurlé. Ouais. Voilà, le Publicis. La Publicis. Voilà, très bien. C'est un cas qui a été vu en tout début de l'avènement de ChatGPT. Publicis était vu comme un gagnant de l'IA. Je me souviens très bien le discours qu'on a tenu peut-être l'année 2023 sur Publicis, qui doit faire une excellente année en bourse. Publicis va être un gagnant de l'IA. Ça n'a pas duré très longtemps. Non. Il y a eu un re-rating de Publicis à ce moment-là, parce que sa croissance s'est accélérée en faisant la différence par rapport à leurs concurrents et en se rapprochant de plus en plus d'acteurs des services informatiques, des Capgemini de ce monde. Mais cette revalorisation a fait long feu. Maintenant, on paye Publicis 10 fois les résultats. C'est pas cher. J'ai l'impression que les investisseurs européens sont en très grande majorité favorables à ce genre de titres. Les analystes tous. Et le marché n'en a cure. Voilà. Donc, ça peut être un exemple, mais on peut prendre le cas de SAP. Mais dans un moment comme aujourd'hui, vous dites, voilà, c'est ce genre d'opportunité sur laquelle notre attention se focalise. On fait notre job, en tout cas, à avoir des éléments de compréhension du modèle,
l'impression qu'ils sont dans le bon sens en termes de différenciation d'offres grâce à la technologie, grâce à l'intégration de solutions avec de l'intelligence artificielle, et puis une valorisation qu'on peut défendre. Et c'est un exemple, mais des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et il y a une très très grande polarisation là aussi des performances. On revient au sujet qui n'est pas exclusif des États-Unis. Il est particulièrement marqué aux États-Unis, puisque ça fait 2 ans qu'il y a un thème unique, l'intelligence artificielle. Pour le top 5 des plus grosses valeurs du CAC, je suis sûr que ça pèse un bon 30% du CAC. Voilà, il n'y en a aucune grâce à l'intelligence artificielle. Alors non, elles ont chacune, elles sont effectivement, à chaque fois dans des domaines différents. J'entends bien. Bon, le thème des renouvelables et de l'énergie en général, là, c'est vrai que le secteur des utilities est un des secteurs qui performe le mieux aux États-Unis, notamment. Presque à bas bruit d'une certaine manière. On a tous compris qu'il y avait besoin d'énergie dans les data centers, mais c'est vrai qu'on parle un peu moins de l'aspect renouvelable ou green, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, des énergies décarbonées, peut-être, Adrien. Après, l'épisode de la bulle verte qui a créé un peu de douleur. Clairement. Voilà. Alors qui a été, j'allais dire, augmenté par le scénario taux qui était quand même pas difficilement envisageable à l'époque. Duration longue, exactement. Oui, la thématique revient en force pour deux raisons. La première, c'est qu'on se rend compte effectivement qu'on va avoir besoin d'énergie, puisqu'un data center, c'est très énergivore. La première chose, que les solutions technologiques qu'on nous promet, type le nouveau nucléaire ou type la géothermie, qui sont les 2 technologies que les États-Unis ont décidé vraiment de pousser. En tout cas, Donald Trump, dans le One Big Beautiful Act, a décidé que c'était 2 technologies privilégiées. On n'aura pas ces capacités de production avant 2032-2033. Donc, entre-temps, il faut déployer des solutions de capacité d'énergie rapidement, efficaces et pas chères. Et c'est là où le solaire revient effectivement comme une solution assez intéressante, puisque ça se déploie facilement. Le prix des PPA, donc des contrats d'approvisionnement en électricité à 20 ans, grosso modo, vient de multiplier par 2 là, en 6 mois. Donc, il y a un vrai besoin. Et on a vu, effectivement, les Microsoft et Google aussi signer des contrats d'approvisionnement en électricité avec ce type de technologie. Donc, oui, il y a un vrai retour de cette technologie. Et ça paye. Les grosses valeurs du secteur, je ne sais pas, les First Solar, les Nextera, toutes les stars du secteur. Elles ont bien publié. Les scores du passé sont nettoyés. Exactement. Voilà, c'est ça. Les fondamentaux reprennent un peu le devant de... Elles ont quand même bénéficié aussi un peu de la protection vis-à-vis de la guerre douanière commerciale chinoise, puisque c'était des secteurs qui étaient aussi où il y avait beaucoup de surcapacité chinoise. Et donc, la rentabilité des acteurs américains ou européens a été un peu protégée par ce phénomène de protection commerciale. Et effectivement, les perspectives sont un peu plus favorables. Et puis, si vous souscrivez à encore 5 baisses de taux d'ici fin 2026, c'est typiquement le genre de secteur qui peut bien performer dans ce type de contexte. Qui souscrit encore à ça? Alors, je me permets juste de rajouter, il y a aussi sûrement une courbe d'expérience des acteurs du secteur qui a mûri, avec une capacité à mener des projets, à pricer des projets en amont, à les réaliser dans les temps, à respecter les coûts, alors que ça avait complètement dérivé dans la période précédente, ou encore, et à l'époque, les taux étaient négatifs. Voilà, c'est ce que je veux dire. À taux zéro ou taux négatif, la discipline financière n'était peut-être pas la même. Mais il y a une professionnalisation de gestion de projet. Non, mais c'est bien, cet épisode aura permis de grandir, quand même, de grandir et de passer un cap en termes de maturité. Qui souscrit encore à 5 baisses de taux d'ici, c'est quoi, juin 2026, c'est ça? Décembre 2026. Décembre. Bon. Écoute, moi, mon chef, mon économiste américain continue d'y croire. Moi, je suis un peu plus circonspect sur décembre. Après, lui, c'est quoi son rationnel? Non, mais le rationnel, c'est de se dire qu'on est dans une économie américaine qui est quand même ralentie. Il y a une vraie détérioration du marché de l'emploi, que l'inflation qu'on voit aujourd'hui, qui est quand même à 3%, je rappelle, on est à plus de 3% d'inflation et la Fed baisse les taux. On est dans un monde un peu particulier quand même. Donc, on est dans un moment sans doute un peu one-off sur l'inflation, c'est-à-dire que le transfert des tarifs dans les indices de prix, on le verra qu'une fois, on va pas le voir tout au long de l'année. Donc, probablement qu'en deuxième partie d'année, c'est-à-dire qu'au T3 de l'année prochaine, on devrait avoir des perspectives d'inflation qui rebaissent. Et donc, comme une banque centrale prend ses décisions à 18 mois d'avance, on peut avoir cette histoire-là. Après, là-dedans, c'est toujours pareil. Il y a toujours un facteur Trump. Et donc, là, on a eu quand même la semaine dernière cette annonce hallucinante, quand même, de dire qu'on a 5 candidats qui seront dont un sera le futur gouverneur de la Banque centrale américaine, qui sera nommé avant Noël. En décembre, peut-être même début décembre. Et donc, on va avoir cette période qui va être quand même, on regarde ça avec un peu de gourmandise, quand on va voir ce qui va se passer l'année prochaine, d'avoir Powell qui va essayer de gérer la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed avec son successeur qui va lui dire, l'écoutez pas, moi je ferai 100 BP de plus dès que je suis au pouvoir, dès que j'ai la barre du navire. Donc on va avoir quand même des énormes... On aura peut-être quelqu'un de crédible pour succéder à Powell. Un nom ? Dans les noms.
Mais non, mais dans les noms qui circulent, on aura peut-être quelqu'un de crédible qui aura aussi la tentation, l'incitation à préserver sa propre crédibilité. Oui, mais en fait, dans les 5 noms que je annoncés, il y a Walsh et Waller qui feraient, mais qui sont les plus loin avec Bowman, sans doute de la nomination. Donc la personne qui tient la route aujourd'hui, c'est... Si jamais Trump devait nommer quelqu'un sans y penser plus que ça, ce qui est sa façon de faire souvent, c'est quand même se dire je nommerai Scott Bessent. Puisqu'il n'arrête pas de dire que ce serait le meilleur gouverneur qu'on puisse avoir, qu'il est plus intelligent que lui sur les marchés, qu'il serait capable de... Donc ce serait son candidat numéro 1. Son candidat numéro 2, c'est Kevin Hassett. Donc ça, c'est ses 2 favoris, je rappelle. Et donc Scott Bessent à la tête de la Fed, c'est évidemment un énorme coup dans la crédibilité de la Fed, et donc de la prime de risque, et donc dans le dollar, etc., avec une volatilité des marchés qu'il faudra quand même un petit peu étudier. Si vous mettez Kevin Hassett, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est quand même aussi pas le plus crédible pour la Fed. En tout cas, ça veut dire que l'indépendance de la Fed serait un petit peu mise en question. Puis je rappelle, puisque vous disiez, il y a toutes ces affaires de la Cour suprême qui va devoir notamment statuer la base légale des tarifs. Voilà, et aussi sur la base légale de la destitution de Lisa Cook. Lisa Cook, je vous rappelle, qui a utilisé 2 fois sa résidence principale pour avoir 2 taux privilégiés, ce qui est exactement la même situation que Kevin Hassett, qui a exactement la même situation. Il serait pas crédible pour vous, parce que Bessent, c'est quand même celui qui ramène un peu l'ordre à la maison à la fin de la journée. Non, mais c'est quand même, alors dans le monde de Trump, 2 en tout cas, c'est quand même l'adulte dans la pièce. C'est un des ados dans la pièce, je vous l'accorde, mais c'est l'ado le plus âgé. Mais on est quand même dans quelqu'un qui, bien évidemment, serait la voix de Trump, la voix de la Maison Blanche dans la Banque centrale. Donc c'est quand même d'une certaine façon, c'est pas la fin de l'indépendance de la Fed, parce qu'il y a comme un governing council, et peut-être d'ailleurs que Jérôme Powell sera là jusqu'en 2028. Il sera peut-être là pour défendre son institution, mais toujours est-il qu'il est évident que si c'est l'un de ces candidats qui est nommé, et même quel que soit le candidat des 5 qui sont mis en avant, et ce sera un de ceux-là, il est évident que l'indépendance de la Fed sera inférieure à partir du mois de janvier à ce qu'elle était auparavant. Et donc ça doit mettre de la prime de risque dans les taux et un peu de la prime de risque dans le dollar. Bon, c'est un sujet de vigilance pour des investisseurs actions, Nicolas. De vigilance depuis avant l'été, bien sûr. C'est un sujet de fond. Moi, je souscris à tout ça. Enfin, il y a quand même, on est nourri depuis quelques décennies de postulats assez simples s'agissant de l'attractivité incomparable du marché américain, qui sont en train d'être battus en brèche. Voilà. Et la signature de l'Amérique, 2025 est une année de dégradation de la signature. Alors après, pour l'instant, c'est la France. Le marché est au plus haut. Non, mais j'entends. On parle des investisseurs privés, les gens qui gèrent de l'argent, qui diversifient de l'argent. Alors, tant que les Américains ne vont pas voir ailleurs, tout ça, ce ne sont que des mots, c'est invisible, on voit pas les flux, les Chinois vendent, les Japonais... C'est ça. Tout le monde s'en fiche. Mais non, en tout cas, je suis dans ce camp-là, à considérer que ce qui a fait la beauté et l'exceptionnalisme américain s'est arrêté au jour où on a utilisé le terme d'exceptionnalisme américain là, depuis l'élection de Trump. Non, maintenant, ils ne sont pas du tout exceptionnels. Ils sont devenus extraordinairement arrogants. Ils l'ont toujours été, ils en avaient les moyens. S'ils en ont moins les moyens, les choses se retournent. De là à imaginer que le monde devient pro-chinois. Des pays, Nicolas, si. Non, mais on investit, on essaye d'investir avec un certain bon sens et des choses sur lesquelles on... Après, on peut se tromper. On peut se tromper sur tout. Donc, non, mais j'entends un débat qu'on a eu depuis de nombreux mois dans l'émission. Sur le sujet des taux, si l'intelligence artificielle est ce qu'on en dit ou ce que le marché financier, notamment le marché action, en dit, peut-être que c'est l'équivalent de la globalisation d'il y a 25 ans. C'est une déferlante déflationniste. Et donc, les taux, en fait, il faut foncer sur des taux longs, mais je ne serais pas capable de prendre ce virage-là. Mais il y a les germes d'un vent qui est une bourrasque. On s'est beaucoup interrogé quand Amazon devait annoncer 30 000 et puis c'est 14 000 coupes dans les effectifs, etc. Et donc dans le call avec les analystes, Andrew Jassy est interrogé. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est des licenciements boursiers? Est-ce que c'est l'IA, déjà les premiers effets de l'IA, etc. Il dit non, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est notre culture. Amazon opère comme la plus grande start-up du monde et tous les 2, 3, 4 ans, il faut tailler dans le gras. Je peux pas le dire autrement. Il y a lisez le transcript de la conf analyse de Jassy. Mais enfin, ça
ça nous renvoie à ce qu'est la culture américaine d'une entreprise comme Amazon aujourd'hui. Licenciement boursier, on s'en fout. L'IA, on verra, c'est pour demain. Là, je suis juste en train de remettre mon entreprise d'aplomb pour être sûr qu'on soit à la pointe en permanence sur tous les sujets. Quand on emploie, je sais pas, c'est combien de centaines de milliers d'employés Amazon. C'est le deuxième plus gros employeur. Voilà, je veux dire, c'est bon. Quand on n'a pas compris ça, on a du mal à comprendre, je trouve, ce qu'est une entreprise américaine, quoi. Bon, et donc l'IA, est-ce que une fois qu'on a cité Andrew Jassy, est-ce que dans tous les licenciements, il y a déjà des effets de l'IA Il y a quand même beaucoup de patrons américains qui se sont exprimés sur le fait que l'IA était déjà un gain de productivité. Alors Jamie Dimon a été le plus vocal sur le sujet, en estimant qu'en moyenne, ces équipes, notamment d'investment banking, gagnaient entre 3 et 5 heures d'efficacité par semaine. Donc c'est déjà non négligeable. Et au bureau, s'il vous plaît. En télétravail. Donc voilà, il y a des signes. En tout cas, ceux qui sont les early adopters et qui effectivement l'utilisent efficacement semblent démontrer qu'effectivement il y a des gains de productivité. Et là encore, c'est un des points clés sur la soutenabilité de la performance de la thématique. Ces entreprises qui indiquent ça ou ces secteurs qui signalent ce genre de premières évidences, il y a une prime, le marché met une prime IA sur ces entreprises-là ou ces secteurs-là. Je ne sais pas si elle met une prime, non, je pense pas qu'elle soit dans le cours de bourse de JP Morgan, il n'y a je pas. Je pense pas, mais je pense qu'effectivement, ça confirme l'idée que l'intérêt du déploiement de l'IA dans ces industries-là. Et que celles, effectivement, qui sont à la pointe ou qui sont en train de le déployer plus vite que leurs concurrents, certainement, peut-être à moyen terme, effectivement, une capacité de plus productive. Mais ça, pour moi, ça va être l'élément clé pour valider la poursuite de la performance de la thématique. C'est les gains de productivité. Est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce que, du coup, ces investissements vont vraiment générer un surplus de rentabilité? Oui, je pense que c'est la question clé. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le rythme d'innovation. On a beaucoup parlé de l'IA de manière générale. Enfin, ChatGPT 5, c'est quelque chose de très différent de ChatGPT 4. Donc, la capacité à coder, la capacité à coder ou à rendre beaucoup plus efficace des activités de production, c'est quand même un saut en termes d'efficacité, de potentiel de productivité qui est très, très important. Donc, le rythme d'innovation de l'IA reste, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure les investissements qui sont mis pour la puissance de calcul maximale. Et ça fait la différence. Très loin d'imaginer. Ça fait la différence entre un Alphabet qui prend 10 et un Meta qui perd 10 sur sa publication et notamment sur le guidage des futurs CAPEX. En partie, Meta avait pris beaucoup d'avance. C'est le titre qui avait aussi le plus performé, je pense, sur le sujet. Il y avait des questions chez Google et notamment sur le search et le risque que l'IA prenne une partie du business du search. Donc, on a eu plutôt des réponses positives là-dessus. Donc, je pense qu'il faut le regarder juste sur la publication. Mais de manière générale, oui, ce sont des entreprises qui sont en train de déployer rapidement. Bon, comment le IA et productivité? Est-ce qu'on reste dans le paradoxe, le fameux paradoxe, on ne le verra jamais dans les chiffres macro, mais c'est Robert Solow, 1987. On voit partout les ordinateurs, mais nulle part dans les statistiques de la productivité. Il dit ça en 87, il a le prix Nobel, et 5 ans après, la productivité explose à la hausse, on te rappelle. Donc, est-ce que ce sera la même chose? En tout cas, ce qui est clair, on est quand même, je pense qu'on est dans un moment hype de l'IA, mais on est aussi dans un moment Robert Solow. C'est-à-dire que on est dans ce moment où, en fait, c'est ce que montre très bien l'étude du MIT de cet été. On est passé tous un peu vite là-dessus et on écoute Jamie Dimon avec beaucoup d'attention. Nous aussi, on fait de l'IA. On a un truc qui s'appelle Georgia à la recherche de Natixis. Ça marche très bien. Ça nous fait gagner des stagiaires. Super. Bravo. Maintenant, MIT Study montre quand même que sur 300 entreprises, il y en a, l'impact sur la productivité sur les 300 entreprises est de Zéro. Enfin, je rappelle aussi que Amazon a été un early adopter de l'IA là-dedans. Je me souviens de ces magasins fraîches sans caisse avec l'IA qui allait vous faire pas besoin de caissière, pas besoin de personnes dans les magasins. Ils les ont fermés, faute de succès. McDonald's a fermé cette tentative. Coca-Cola, c'est tous les trucs de la MIT. Cette étude qui dit il y a KFC, etc. Toutes ces grandes entreprises qui ont investi massivement là-dedans. Pour l'instant, l'impact est de 0. Mais on est sûrement dans l'impact, dans le moment Robert Solow, c'est-à-dire dans 5 ans, probablement. L'œil du cyclone, quoi. Cette phase, on ne voit pas. Et si je suis un peu. J'aime bien regarder l'histoire économique, c'est que ce qui s'est passé en 2000, je rappelle qu'Amazon perd 85% de sa valeur en 2000, mais 16 ans à la retrouver. Donc, il faut aussi prendre un peu de recul quand on parle de ces boîtes-là. Il y a quand même eu un truc très, très important, c'est quand tout s'est écroulé, ça a permis à tout le monde de l'adopter parce que les prix se sont écroulés. Donc, tout le monde a pu faire de l'Internet. Les infrastructures étaient là et c'était pas cher du tout. Donc, la plus grande démocratisation ce sera quand ça explosera cette bulle. C'est la bulle. Tout à fait. OK. Et le temps. Merci beaucoup, messieurs. On en restera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Brault, Autingre Banque Privée, Jean-François Robin, Natixis et Adrien Dumas, Mandarine Gestion.